Nous allons enchaîner avec l'intervention de Mathis Bloch, intitulée L'entreprise Paul Vaillant Couturier à Villejuif, usage, pratique et division du mandat municipal 1928-1938. Attends, juste le diapo, puis après on est parti. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à venir présenter aujourd'hui. Merci à Fondation Gabriel Péry, merci Emmanuel pour ce cadrage qui va m'être bien utile. Donc, je vous présente aujourd'hui les premiers résultats de mon travail de thèse que j'ai engagé il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est une première communication qui se veut modeste et qui, pour beaucoup, va se limiter à des hypothèses. Euh, donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'étudier les mandats municipaux d'une des grandes figures du Parti communiste et du Front populaire, Paul Vaillant-Couturier, que vous avez au cœur de l'image. Donc oui, je disais qu'à partir de 1929, Paul Vaillant-Couturier devient en effet maire d'une commune en pleine expansion de la banlieue parisienne, Villejuif. Alors, Villejuif, vous avez ici une carte postale alors plutôt début 20e, hein, située à la périphérie d'Ivry-sur-Seine. On va pas très loin la communication d'Emmanuel. C'est donc l'une des premières villes à former en 1925 la ceinture rouge de Paris, pour prendre l'expression de Paul Vaillant-Couturier. À cette époque, Villejuif connaît une croissance de population exponentielle, liée notamment au phénomène des lotissements, hein. Donc en 1921, on recense environ 12 000 habitants, et en 1931, donc 10 ans plus tard, 25 000. Donc la population double en un peu moins de 10 ans. Une ville de mal lotis, une ville ouvrière, mais pas forcément une ville industrielle, hein. Sur la photo, on voit que quelques petites cheminées, hein, c'est même assez exceptionnel. Juste en dessous, la ville, on peut diviser en trois quartiers, si vous voulez. Le bas Villejuif, très proche d'Ivry, du Kremlin-Bicêtre, avec quelques usines, notamment des porcheries, sur la slide d'après. Voilà, donc ici. Mais c'est quand même reste plutôt résidentiel encore. Le centre urbain, on a vu juste avant, euh, du Vieux-Bourg. Et puis, ensuite, les lotissements. Donc ici, on a l'Épidore en 1933, un des nombreux quartiers à lotissement de Villejuif, où il manque de tout, en fait, hein, d'eau, de gaz, d'électricité, de béton. C'est dans ce contexte-là que le Parti communiste arrive au pouvoir en 1925. L'absence d'usine aussi est liée à la situation géographique de la ville, hein, située sur un plateau qui empêche les chemins de fer d'arriver, etc. On peut souligner malgré tout la présence de deux hôpitaux, l'asile d'aliénés, construit en 1989, et l'hospice pour vieillards Paul Brousse, que vous voyez au fond de l'image, construit lui en 1913, qui constitue en fait les principaux employeurs de la ville, et le sud de la ville encore rural, hein, encore une chambre d'agriculture, etc. Tout pousse finalement à définir Villejuif comme une ville périurbaine et pauvre à deux points de vue. Donc au niveau de sa population d'une part, hein, je l'ai dit, ville ouvrière, mais aussi au niveau de ses finances. Donc la patente, qui deviendra plus tard la taxe professionnelle, ne rapporte finalement assez peu, hein, en l'absence d'usine. Et la ville ne dispose pas de l'octroi, qui était l'impôt impopulaire de la période, hein. De ce fait, ce portrait assez peu flatteur, hein, d'une ville pauvre de banlieue, il tranche d'une certaine manière avec un autre portrait qui est celui de Paul Vaillant-Couturier. Paul Vaillant-Couturier, fils d'artiste, alors le slide juste après, voilà, vous l'avez ici en photo, fils d'artiste, né dans le 16e arrondissement, issu de la bourgeoisie culturelle, hein, suit des études au lycée Georges de Sailly à Paris dans le 16e, obtient un doctorat de droit qui lui permet de devenir avocat, et à partir de la Première Guerre mondiale, Paul Vaillant-Couturier va commencer à construire un engagement pacifiste, puis communiste, euh, à l'aune notamment de son expérience du feu, hein. Détailler sa carrière militante au sens de la sociologie interactionniste à partir donc, de cette période de 1916, ça pourrait nous prendre vraiment toute la journée, hein. C'est une carrière extrêmement riche. En quelques mots, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de mots. On peut souligner son rôle dans la création de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, avec Henri Barbus, Raymond Lefebvre et Georges Bruyère en 1917. Son application au Congrès de Tours
comme partisan de la Troisième Internationale en 1920, sa participation quasi ininterrompue au comité directeur puis au comité central du Parti communiste entre 1920 et 1937, ses mandats de député de la Seine entre 1919 et 1928, j'ai tout été sur la Seine après. J'ai tout, hop. Son rôle de rédacteur en chef de l'Humanité entre 1926 et 1929, puis entre 1935 et 1937. Ensuite, ses nombreuses enquêtes sur l'URSS, la Chine, l'Espagne, notamment en 1936. Ses nombreuses créations artistiques, hein. Paul Vaillant-Couturier fut peintre, chansonnier, écrivain, cofondateur de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires en 1932. Son implication, enfin, dans le rapprochement entre le mouvement ouvrier et le monde des intellectuels, particulièrement lors du Front populaire. Donc ce dernier point, hein, largement souligné par Pascal Horry dans La Belle Illusion, pour anecdotique, hein, mais Paul Couturier est en troisième dans l'indexation, juste derrière Jean Zay et Léo Lagrange, quand même. Et puis, évidemment, c'est la question du jour, ce mandat de maire qui interroge un peu au milieu de cet impressionnant CV. Bah, Paul Vaillant Couturier, à de nombreux points de vue, hein, on pourrait le qualifier comme un orthodoxe au sein du Parti communiste, hein. Or, et c'est ce qu'a introduit Emmanuel dans sa communication précédente, le mandat municipal est dans les années 20, et particulièrement au moment où il devient maire en 1929, déprécié au sein du Parti communiste. Alors si on verra ce mandat de maire, ça s'apparente plus à un parachutage un peu forcé qu'autre chose, on peut quand même souligner que Paul Vaillant-Couturier, jusqu'à la fin de sa vie en 1937, ne l'abandonne jamais. Au point où, c'est notre question du jour, on peut se demander, hein, qu'est-ce que Paul Vaillant-Couturier fait de ce mandat municipal, notamment pour le Front populaire? Quelle place lui accorde-t-il dans cet agenda qui semble complètement bouché? Et puis, réfléchissant en termes de carrière, hein, quel intérêt même pour lui de posséder un mandat de maire? Au-delà de ces questions, il s'agit surtout, à travers ma communication, hein, de demander, de se demander qu'est-ce qu'un orthodoxe, un homme du parti, un acteur qui a construit toute sa légitimité politique autour d'institutions communistes, et non l'institution municipale ou du mouvement coopératif, hein, comme on a vu avec Marane, fait de son mandat. Comment le mandat municipal, dans le contexte du Front populaire, devient en fait une ressource politique valorisable et légitimante. À travers donc la figure de Paul Vaillant-Couturier, de Paul Vaillant-Couturier, et donc cette question un peu biographique, il s'agit plus largement de le dépasser et de questionner le regard du Parti communiste sur ces municipalités, non pas dans le discours, mais dans l'action, à travers justement cette figure de Paul Vaillant-Couturier. Pour répondre à cette question, plusieurs fonds d'archives ont été mobilisés. Tout d'abord, les archives policières, donc celles de la préfecture de police de Paris et celles du fonds Panthéon de la Sûreté générale. Voilà, donc j'ai découvert ce fonds qui recense des personnalités perçues comme particulièrement dangereuses. Alors je pense plutôt autour de 1919, hein, parce que Maurice Thorez n'a pas de dossier typiquement dans la série Panthéon. Donc oui, Paul Vaillant Couturier, c'est l'une des rares figures du parti à figurer dedans. Archives évidemment du Parti communiste, de la section française de l'Internationale communiste, même si finalement on verra quand on travaille sur les municipalités, c'est finalement un peu marginal. Et puis surtout les archives municipales de Villejuif, donc presse locale, à travers le bulletin municipal et Front Rouge, les registres de délibération du conseil municipal et, tout ça en photo, les correspondances du maire, notamment quelques dossiers administratifs. Voilà. Donc vous voyez, je déborde un petit peu du Front populaire, mais c'est pour mieux comprendre aussi les lignes de changement. Je vais commencer d'un premier temps à parler euh, des années 1928-1932, où l'absence en fait hein, de Paul Vaillant Couturier va profondément marquer la gestion municipale de la ville. Puis 1933-1935, ce sera l'arrivée de Paul Vaillant Couturier véritablement à Villejuif et le début d'une entreprise de conquête territoriale du canton de Villejuif. Puis 1935-1938, en fait, les questions du Front populaire et puis aussi de la mort de Paul Vaillant Couturier qui va marquer considérablement Villejuif. Alors, premier point, 1828-1932. Alors, c'est pas passé le titre sur la diapo, je vois, c'est bizarre. Mais je l'ai moi, en tout cas. Donc, un mandat sans valeur, gouverner l'absence, 1928-1932. Euh, Par entreprise, oui. Non, alors, je fais ça après.
Donc, comme on l'a dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, Paul Vaillant-Couturier est un peu parachuté de force à Villejuif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à partir de la fin 1927, Paul Vaillant-Couturier va être largement critiqué au sein du Parti communiste. Si vous avez une note des archives de police qui le souligne, critiqué pour ses éditos de l'humanité, en fait, Paul Vaillant-Couturier est victime de la tactique classe en classe, perçu comme un fils de bourgeois. L'Humanité est perçue comme un journal fait pour la bourgeoisie culturelle, pas pour les classes populaires, pas pour la classe ouvrière en tout cas. Paul Vaillant-Couturier, 1928, c'est aussi une année difficile pour lui, vu qu'il connaît ses premiers emprisonnements à santé pour des éditos euh, critiques, notamment contre Mussolini. Donc il est emprisonné à la sortie de l'Assemblée avec Marcel Cachin. Euh, et il est parachuté d'une circonscription qu'il ne désire pas, Villejuif. Alors ici, on voit, et ça fait le lien avec la communication précédente, que Paul Couturier a préféré Ivry-sur-Seine en 1928. Euh, Ivry-sur-Seine qui va arriver, enfin qui va être finalement dédié à Maurice Thorez, qui n'a quand même pas remporté l'élection d'ailleurs à ce moment-là. Il connaît donc une défaite électorale à cette période contre le maire de Gentilly, Auguste Gratien, notable radical, très inspiré par le catholicisme social. Cette défaite électorale, donc perte de son mandat de député, voilà, une défaite à quelques voix seulement, hein, 200, mais bon, Paul Vaillant-Couturier n'est plus député. Et puis, février 1929, Paul Vaillant-Couturier est réemprisonné. Et cette fois-ci, il est question de le parachuter d'abord dans un premier temps à Puteaux. Finalement, ce sera André Marty qui recevra cette candidature, qui ne remportera pas. Et puis, et c'est un peu un mystère quand même, Villejuif. Et alors là, aucune archive quand même, pour l'instant, mais bon, peut-être que je n'ai pas encore assez bien cherché, hein, sur cette parachutage à Villejuif qui se semble en tout cas se décider au dernier moment. Candidature donc d'amnistie, vu que Paul Bion-Couturier est en prison, élu maire en prison. Et on peut faire l'hypothèse que c'est peut-être pour une volonté de mieux l'implanter en prévision des législatives de 1932. En tout cas, Paul Vaillant-Couturier ne va pas faire grand-chose de son mandat de maire dans un premier temps, puisque après avoir été accueilli lors d'une kermesse en juillet 1929, Paul Vaillant-Couturier va partir en Ariège, puis il va enchaîner différents voyages, notamment en URSS, jusqu'à voilà. Et tout ça, en septembre 29, il est viré de la rédaction de l'Humanité par notamment le groupe dirigé par Florimond Bonte. Paul Couturier traverse une traversée du désert. Bon, la question qui se pose quand même pour le cas de Villejuif, c'est comment gouverner en l'absence du maire, hein. Évidemment. Alors, Paul Couturier, c'est l'avantage des archives policières. Il va recevoir plusieurs délégations de conseillers municipaux en prison qui nous renseignent un petit peu sur qu'est-ce qui se joue à ce moment-là sur la réorganisation des effectifs militants municipaux. Déjà en 1928, il reçoit trois personnalités du canton de Villejuif, sûrement pour préparer sa candidature aux législatives de 28. Alors, Wetzel, qui est en fait noté comme maire d'Ivry, mais c'est finalement une erreur, c'est un adjoint d'Ivry ou un conseiller municipal. Euh, Mérinville, conseiller général au Kremlin Bicêtre communiste, et Gaston Cantini, maire de Villejuif, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Par la suite, il reçoit d'autres conseillers municipaux. Alors non, je reviens d'abord comme sur Cantini, c'est plus simple, je pense. La slide d'après, on va voir donc, cette photo que Emmanuel a montrée juste avant, mais le conseil municipal communiste de Villejuif en 1925, photo assez extraordinaire, où au centre de l'image, vous avez Xavier Guillemin, avec cette longue moustache, personnalité assez extraordinaire, il est à l'île Maurice, qui a déjà 60 ans à ce moment-là, en fait très lié au mouvement coopératif, hein. C'est un des dirigeants des bourses des coopératives ouvrières au moment de la Belle Époque, qui écrit d'ailleurs des chansons pour vanter les mairies des municipalités, parachuté en fait d'ailleurs aussi du Kremlin Bicêtre pour aider les communistes de Villejuif à mieux s'implanter, à mieux s'implanter. Juste à côté de lui, sur votre sens à gauche, vous avez Gaston Cantini qui va devenir le maire à partir de 1926 jusqu'en 1929. Gaston Cantini, lui, plutôt lié au mouvement syndicaliste, à la CGT Cuir et Peau notamment.
Et puis, à côté aussi, Marguerite Chapon, hein, première femme élue à Villejuif en 1925. Ça, je renvoie aux travaux de Fanny Bunion. Mais en tout cas, donc cette gestion par un ouvrier, un pur ouvrier de Villejuif, elle est forcément mise à mal par le parachutage de Paul Vaillant-Couturier. Et alors, pour ce faire, quand même, la slide d'après, c'est la liste des conseillers municipaux qui viennent le voir. Et on peut voir qu'en 1929, il y a quand même un grand absent, c'est le maire, hein, Gaston Cantigny. Donc là, ici, c'est des photos, c'est des visites juste après l'élection de Paul Vaillant-Couturier en tant que maire. Et on voit un autre nom qui surgit, le Bigot. Le Bigot, qu'on va voir juste après, c'est en fait la nouvelle recrue de Paul Vaillant-Couturier. Et alors, le Bigot, ce n'est pas du tout un ouvrier, c'est le fils d'un ancien adjoint radical de Villejuif, élu pendant au moins 20 ans à Villejuif. C'est un commis de mairie. Et en fait, c'est un vrai professionnel au sens même du concept, professionnel de la politique. Il est parachuté à Villejuif, enfin parachuté, il est né à Villejuif, hein, mais en tout cas, il devient adjoint à Villejuif, notamment, à mon avis, pour gérer la mairie en l'absence de Paul Vaillant Couturier, sachant que Cantini, en fait, subit aussi, hein, ça c'est les archives du Parti communiste, subit la défaite de 28. On accuse la mairie de ne pas avoir respecté les mots d'ordre du parti. Et va se jouer un peu entre les deux une répartition du travail municipal. Gaston Consigny va prendre les délégations communales et Georges Bigot va prendre toutes les délégations intercommunales. Cet ancrage de Paul Vaillant-Couturier, en tout cas, il se solde par un échec, hein. Notamment parce qu'en 1929, déjà on peut le voir, ici on a la liste des suffrages recueillis par chaque candidat communiste, et on voit que Paul Vaillant-Couturier n'est pas du tout en tête, hein. Il est alors à 4 voix, hein, derrière, mais le premier sur la liste, c'est Gaston Cantigny, le maire sortant. Et Paul Vaillant-Couturier, malgré cette figure quand même exceptionnelle, déjà à l'époque du Parti communiste, n'obtient pas plus de suffrages que les autres. Et pire encore, presque un désaveu, au moment de son élection au conseil municipal, il ne reçoit que 15 voix les 12, sur les 27, 26, pardon, sur les 26 potentiels, et le maire sortant, Gaston Cantigny, en reçoit 11. Alors, c'est une pratique quand même que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs à Villejuif dans ce conseil municipal. Donc, moi, je le lis en tout cas comme une forme de désaveu de ce maire en prison qui ne peut pas gouverner la ville. Euh, Contigny, il va en plus quand même devenir premier adjoint, malgré la consigne de Le Bigot qui va recevoir que 11 voix pour devenir premier adjoint, Le Bigot deviendra deuxième adjoint. Euh, il n'empêche que ce coup de force, il a dû être assez mal reçu par le Parti communiste, puisque Gaston Cosigny, par la suite, ne va pas venir au conseil municipal pendant près d'un an. Et le Bigot va vraiment s'imposer comme le maire de Villejuif, en l'absence de Paul Couturier. Alors ici, voilà, vous avez les présences de Paul Couturier au conseil municipal entre 1929 et 1932. En rouge, les absences. Et en vert, la présence. Bon, évidemment, c'est un peu ironique, hein, vu qu'il arrive pour la première fois qu'au retour de son voyage du RSS, donc en juin 32. Et juin 32, c'est déjà après les législatives de 1932 que Paul Vaillant-Couturier va encore perdre contre Auguste Gratien. Et cette fois-ci, avec un écart de voix qui s'agrandit. C'est donc vraiment l'échec de ce parachutage qui va poser question. D'où le tournant à partir de 1933 et l'investissement bien plus remarqué de Paul Valéry Couturier dans son mandat municipal. Alors, cette entreprise de conquête territoriale, elle va prendre plusieurs formes, et notamment elle va prendre la forme d'un journal pro-rouge. Alors, 1932, fin 1932, c'est le moment où le Parti communiste demande à ses cantons d'éditer un journal, car c'est un outil de propagande qui semble bien fonctionner auprès des classes laborieuses. Ce qui est intéressant quand même avec Pont-Rouge, c'est de se demander ce qu'un homme de presse, hein, le rédacteur en chef de l'Humanité, en ce moment il ne l'est plus, hein, mais celui qui a été 3 ans rédacteur en chef de l'Humanité, peut faire à un journal local. Pont-Rouge, en fait, ça va devenir véritablement un organe de propagande, mais surtout d'attaque contre les maires voisins, et notamment le maire de Gentilly, Auguste Gratien.
Ici, donc, une couverture en 1934 avec intitulé Gratien en prison, gentil et communiste. En fait, tous les numéros de 1933 auront leur une consacrée à Auguste Gratien pour l'accuser de différentes affaires, etc. Alors, Auguste Gratien va riposter, notamment à travers son journal à lui, Le Moniteur de Gentilly, qui va, au cours de 1933, de moins en moins être, enfin, connaître une publication de plus en plus hasardeuse. Bon, j'ai retrouvé aussi une lettre à la préfecture de police de Paris où il demande au préfet de police des renseignements sur Paul Couturier pour l'attaquer. Mais l'attaque, en tout cas, Paul Couturier va très loin, parce que envoyer un ouvrier photographe prendre en photo la maison de campagne de Gratien pour montrer que c'est un bourgeois, qu'il s'est enrichi sur les fonds de chômage au détriment des classes laborieuses. Et ça va fonctionner, puisqu'en 1933, plusieurs conseillers municipaux démissionnent, et finalement, Gentilly devient au fur et à mesure communiste au prix de plusieurs élections successives, euh, jusqu'en 1935, où devenir véritablement communiste avec l'élection de Gaston Beaugrand. L'autre l'autre grande réalisation de Paul Couturier en 1933, c'est l'école Karl Marx. Alors ici, en franc rouge, on voit le relais de la propagande de cette inauguration de l'école. L'école Karl Marx pose une question même, c'est se demander si c'est on peut voir l'école Karl Marx une préfiguration du Front populaire. Alors là, vous l'avez en photo. Euh, En été 33, du coup, l'école Karl Marx est inaugurée comme étant la plus belle école de France, selon les dires de Marcel Cachin. C'est le seul projet, en fait, lancé par Paul Couturier en 1930, avec un jury composé d'intellectuels, notamment Francis Jourdain, architecte en vue du modernisme à Paris à cette époque-là, recommandé par Léon Moussinac. L'école est construite par une figure montante du modernisme, André Lursa. Là, on voit quand même tous les liens avec l'association des écrivains, enfin avec la future association des écrivains et artistes révolutionnaires, et comment Villejuif bénéficie de la mise en réseau des contacts de Paul Couturier dans le monde intellectuel parisien. Donc de nombreux artistes intellectuels qui gravitent autour de ce projet. Jean Lursa, le frère d'André Lursa, qui va faire des tapisseries dans l'école. Willy Ronis, le photographe, qui va faire ses premières photos à Villejuif pour l'inauguration de l'école. On les a par la suite. Voilà, ici, il faisait l'école en construction, construite au milieu des champs, hein. L'équipement anticipe la croissance future de la ville. Aussi un projet de suivi psychologique par les enfants par un psychologue de l'école pratique des hautes études, un récit glorieux à la gloire de l'école par Aldous Huxley dans Le Matin, 1935. Des intellectuels, donc, pour la plupart, qui ne sont pas communistes, ou en tout cas pas encore, et qui ramènent, on rappelait vraiment une monumentalité du politique, hein, l'idée vraiment d'inscrire le Parti communiste dans la ville, et en fait, c'est l'idée vraiment de faire un laboratoire de l'urbanisme du Parti communiste. Avec ensuite une nouvelle avenue, l'avenue Karl Marx, et puis un stade, le stade Karl Marx, qui viendront véritablement marquer la monumentalité presque du politique à Villejuif. Avec une petite ambiguïté, et c'est là quand même que la question du Front populaire est un peu arrive, hein, en 1933, c'est que l'école devait s'appeler à l'origine Jean Jaurès. La délibération du conseil municipal est votée ainsi, et pour une raison un peu mystérieuse, quelques jours à peine avant l'inauguration de l'école, celle-ci est renommée Karl Marx, sans que la délibération soit votée en fait, hein. Ce qui fait que d'ailleurs, pendant très longtemps, l'école est nommée par les services administratifs comme l'école de la rue de la Saussay ou l'école Jean Jaurès, et pas l'école Karl Marx. Alors pourquoi nommer radicaliser en quelque sorte presque le nom de cette école? Est-ce pour obtenir la tutelle l'autorisation préfectorale? Est-ce pour au contraire se distinguer des socialistes? Car en 1933, le Parti communiste et le Parti socialiste sont encore en grand conflit. Bon, pas la réponse, mais en tout cas, on voit ici la photo de l'inauguration prise par Willy Ronis, hein, cette photo. Voilà. Et puis 1933, c'est un dernier tournant aussi. C'est un tournant archivistique, 1933-1935. Ça, c'est quand même intéressant de le souligner, car vous voyez que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé d'archives policières. Celle-ci, à partir de 1934, s'éteignent progressivement, et d'ailleurs, le fonds Panthéon, à partir de 1934, s'arrête jusqu'à les obsèques de Paul Couturier.
À l'inverse, aux archives municipales, c'est un grand moment de développement des archives, notamment des correspondances. Ici, en photo, vous avez les archives, les correspondances de la mairie conservées entre 1931 et 1934, donc 4 ans. Donc chaque dossier représente à peu près une année. Et juste après, vous avez la photo pour 1 an et demi. Donc presque, ça triple presque les archives conservées sur la période du Front populaire. Et ça, c'est quand même important. Et puis, c'est aussi l'apparition alors dans ces lettres, oui, on peut en parler aussi. On voit des lettres de tout genre, des lettres purement administratives avec des entreprises, voilà, et puis des lettres aux camarades. Et là, on pourrait presque parler de patrimonialisation quand même de la mairie, parce que certaines lettres n'ont pas forcément n'ont pas forcément rapport avec le travail municipal. Ici, par exemple, une lettre au camarade Louis Führer de Villejuif qui lui demande de venir à l'école des garçons pour représenter la municipalité. Juste avant, il y a une lettre au maire d'Arcueil communiste, soit aussi pour l'engueuler parce qu'il n'a pas tenu compte de la demande du maire de Villejuif. Et puis on voit que cette question quand même signée pour le maire. Alors quand c'est signé pour le maire, c'est évidemment pas Paul Vaillant Couturier qui signe ces lettres. Quand c'est signé le maire, eh ben on peut pas savoir. C'est quand même la complexité. Parfois, il est évident que ce n'est pas Paul Vaillant Couturier qui l'a signé, qui écrit la lettre car on sait qu'il est allé en Chine à ce moment-là, donc assez logiquement, ça ne peut pas être lui qui fait la lettre. Parfois, c'est plus complexe, et dans le cas du maire d'Arcueil, on ne peut pas savoir. Et puis enfin, le tour archivistique, c'est aussi l'apparition d'un gros fonds photographique aux archives municipales, sur lequel on sait assez peu de choses avec les archivistes, et notamment ces premières photos d'union et de militantisme. Ici, on a un militant qui reçoit un diplôme de communisme. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais avis des Juifs en tout cas. Et puis, cette photo, voilà, et ça atteint mon troisième point, du Front populaire avec Juifs, avec cette union à l'Épidore, donc quartier des lotissements que j'ai montré au début de présentation, entre les socialistes et les communistes, euh, unir. Voilà. La question du Front populaire à Villejuif, elle est quand même un peu compliquée. Déjà parce que en 1935 et 1936, il n'y a en fait aucune union de la gauche, et malgré la photo est en fait assez menteuse, dans les élections municipales. 1935, c'est une victoire totale pour le Parti communiste dans le canton. Le parti remporte donc les mairies de Gentilly, d'Arcueil, et un peu plus tard d'Aille-les-Roses et de Fresnes, après différentes complexités locales. Évidemment, à Villejuif, le parti l'emporte au premier tour contre les socialistes, hein, notamment mené par le docteur Lacroix, opposé, selon les communistes, au dispensaire municipal. Et puis, alors il n'y a qu'une slide pour le A, parce que c'est un peu compliqué de montrer ça. Et puis, en 1936, c'est aussi l'élection de Paul Vaillant Couturier, cette fois-ci comme député de la circonscription, contre un candidat SFIO aussi. Alors pourquoi pas d'union, malgré ce que peut dire cette photo localement? Eh ben, c'est peut-être à rechercher dans la composition de la SFIO à cette époque-là dans le canton, en tout cas à Villejuif. Donc j'avais dit qu'elle était menée par un opposant supposé ou véritable au dispensaire municipal. Alors la trajectoire après le Front populaire me laisse penser qu'en tout cas cet opposant Antoine Lacroix n'était pas un franc partisan de l'union avec les communistes. Et puis la SFIO à Villejuif, elle est composée en fait majoritairement par les exclus du Parti communiste. On trouve notamment Eugène Blaise, candidat enseignant, qui était enseignant à Villejuif, candidat du parti tête de liste communiste en 1919 à Villejuif, candidat en 1925, en 1932, 1929, et lui-même en 1935, qui va être exclu début 35, juste après son élection pour trotskisme. Eugène Blaise, alors je pense que c'est vrai pour le coup, mais j'expliquerai après. Eugène Blaise, enseignant, qui était aussi candidat pour la Fédération unitaire d'enseignement dans la région de Paris. Puis on peut aussi laisser les Christophe, le couple Christophe, qui est figure montante du Parti communiste au début des années 30, puis exclu en 34, et qui deviennent secrétaires de la SFIO locale, et c'est eux qui mènent les négociations. Alors on peut se douter que dans ce contexte-là, les relations sont difficiles, et finalement, n'aboutissent à rien, même si on trouve qu'après quelques lettres invitant à l'union entre les deux groupes. Blaise, en tout cas, était, je pense, véritablement trotskiste, puisque dans le populaire, j'ai retrouvé par la suite, en début 46-47,
un appel à ne pas suivre ces appels à réunion car c'est un trotskiste et ce n'est pas un vrai socialiste. Et Antoine Lacroix, que je disais plutôt anticommuniste, devient maire du Crénin-Bicêtre en 1947 et fera tout pour, maire socialiste, et fera tout pour exclure les communistes du conseil municipal. Donc, en tout cas, cette union baroque entre trotskistes et militants socialistes, plutôt même certains proches, Antoine Lacroix hésitera entre le RPF et la CFIO à la Libération. Donc, voilà. Cette union, voilà, elles sont compliquées. Et puis le maire de Crin-Bicêtre, pupiste, Gaston Gérard, lui aussi refusera l'union et fera l'objet de nombreuses attaques au Front Rouge de ce maire ami des Croix de Feu et tout ce qu'on peut imaginer à cette époque-là d'attaque. Au point où, je suis un peu, au point où on peut se même demander si Villejuif, et alors la distinction est fine, hein, est à ce moment du Front Populaire un laboratoire du Front Populaire ou du Parti communiste. Alors, ici, on a une photo de la mairie recouverte par une tapisserie célébrant les loisirs, etc. C'est la photo d'après qui va m'intéresser, car elle est prise en octobre 37. En fait, elle est prise une semaine avant la mort de Paul Magnon Couturier. Au premier rang, on a trois figures importantes de la vie politique française. Marcel Cachin, qu'on reconnaît sa moustache au fond, juste à côté d'Henri Sellier, ennemi juré des communistes pendant longtemps dans le département de la Seine, maire socialiste de Suresnes, grand promoteur des HBM notamment. Et puis, juste à côté, ce monsieur qui ressemble qui regarde un peu vers le sol, c'est Gustave Roussy. Gustave Roussy, en fait, médecin de longue date à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, j'ai rapidement évoqué en début de communication, qui devient, à faveur de Front Populaire et de Jean Zay, recteur de l'Académie de Paris, et qui se rend à Villejuif pour l'inauguration du dispensaire municipal dans le nouveau dispensaire, en fait, plus exactement, inauguré dans la plus belle bâtisse de la ville. Voilà. Juste derrière, trois personnalités, au fond, Paul Vaillant-Couturier, et Vous juste à arrivez à avoir côté, l'illustration? Moi, je crois que j'ai pas l'illustration. Vous l'avez, ah vous, toi? mince, ah, Peut-être que c'est moi bon, qui ai un si. souci. Excusez-moi, Baptiste. Ah, je sais pas, passons pas de boire. Je- C'est bon là? Oui, c'est parfait, merci. Et juste à côté de Paul Vaillant Couturier, deux nouvelles figures montantes du Parti communiste à Villejuif, René Hamon et Louis Dolly, que j'ai en meilleure photo juste après. Euh, alors, René, la promotion, évidemment, s'il y a des exclusions, il y a aussi promotion. Si Eugène Blaise, figure ancienne, et et Christophe sont exclus, il faut bien un nouveau personnel militant pour le travail municipal et militant local. Alors, Louis Dolly, que vous avez juste à gauche, c'est le nouvel adjoint au maire en 1935, trajectoire montante à cette époque-là, encore très jeune, véritable ouvrier taurésien en fait, hein, titulaire d'un CAP, électricien, mais monte notamment grâce à son investissement dans le club athlétique ouvrier de Villejuif. Louis Dolly est futur maire en fait hein, de Villejuif. Et puis à côté, René Hamon, secrétaire de Paul Couturier, et en fait un des fondateurs, la fiche Métron ne note pas, de la Fédération du théâtre ouvrier en France, français. Villejuif a une longue histoire avec le théâtre ouvrier, notamment à travers son groupe L'Églantine. Voilà. Euh, la question quand même que ça pose, c'est est-ce que ce Villejuif, ça devient ce laboratoire du populaire, voilà. C'est plus compliqué de savoir dans les archives parce que finalement, déjà, 36, comme Villejuif est une panier industrielle, où il y a assez peu de grèves relevées localement. Et puis, alors on a quelques traces qui montrent l'investissement culturel de Paul Valéry Couturier, hein, Ciné Liberté notamment, on crée plus de 1000 adhérents à Villejuif. Alors, j'évoquais ici l'Union des artistes et avec l'Union des artistes intellectuels, le dispensaire. Mais en même temps, contrairement à Ivry notamment, une véritable opposition au HBM et au logement social. En fait, à Villejuif, il y a un seul projet HBM qui est lancé en 35-36, qui s'appelle l'Avenir de la Zone, et qui est lancé par l'office HLM, HBM de la ville de Paris. L'Avenir de la Zone, qui est donc, comme son nom l'indique, construit pour reloger les zoniers,
et qui va faire l'objet d'une véritable campagne de torpillage des communistes qui vont tout faire pour ralentir le projet, parce que je pense qu'ils n'étaient pas très ravis à l'idée d'avoir un projet de perdre contrôle sur leur territoire. Donc, aucun investissement sur l'HBL, pas de municipalisation non plus des politiques culturelles. Finalement, la culture ne devient pas, sous Pauvre Couturier, un, mode- un objet même de politique culturelle. Et puis Pauvre Couturier, à partir de 36, il devient à nouveau très absent à Villejuif, pris notamment, je pense, par ses mandats de député, son investissement pour l'Espagne. Le Bigot, que j'ai évoqué précédemment, moins présent aussi, car il est élu conseiller général. Et donc, c'est beaucoup géré par Louis Dolly, tout jeune, hein, on le voit sur la photo, et puis pour le municipal, et Hamon pour le politique. Donc, cette professionnalisation de l'équipe municipale, elle s'accompagne aussi avec une faible territorialisation de la légitimité politique de Paul Vaillant-Couturier. Et voilà. Les Juifs, donc, finalement, bénéficient des réseaux du maire, d'un certain volontarisme politique, mais ne fait pas non plus l'objet d'un investissement total localement. Finalement, ce qu'on revoit, on observe, c'est assez proche des pratiques d'ancrage politique des grands notables de la Troisième République, hein. Et en cela, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une forme de normalisation du rapport du Parti communiste au mandat municipal qui s'observe en 1937. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais quand même, je pense qu'un dernier point reste à étudier, c'est évidemment la mort de Paul Vaillant-Couturier, la disparition du fils chéri, du fils le plus cher du maire, qui va faire l'objet quand même d'une des dernières manifestations unitaires du Front populaire. Donc Paul Vaillant-Couturier décède subitement le 10 octobre 1937. Ce qui est intéressant en analysant comme la liturgie et la mémoire de cette mort, c'est la centralité qui est assez étonnante que prend Villejuif dans la ritualité de la liturgie de la mort de Paul Couturier. Déjà parce que le corps est exposé d'abord à Villejuif. Alors on a tout un cérémonial autour de cela, on peut le voir juste après. Voilà, ici devant la mairie, avec une longue queue de personnes qui vont venir se recueillir devant le corps, gardé d'abord par les grandes figures du Parti communiste, donc Thorez, Cachin, Duclos, Giton, et le Bigot, c'est aussi intéressant de le souligner quand même, qui vraiment s'élève et connaît une promotion militante importante, qui va devenir maire en fait à la mort de Couturier. Et puis, gardé ensuite toute la nuit par tous les conseillers municipaux qui vont qui vont se relayer ensemble pour garder le corps. Cette mort, elle va faire l'objet en fait d'un film de propagande de Jean-Paul Le Chanois en 1938. Voilà, ici le patronage municipal, les enfants, grand ami des enfants, Paul-Émile Couturier, qui va à Grenet Hamon, chef du patronage municipal. Ce film, Jean-Paul Le Chanois, je ne diffuse pas ici, mais en tout cas, donne une vraie importance au mandat municipal de Paul-Émile Couturier, diffuse un discours qui tient sur la question de la gestion des municipalités. Et voilà, on voit aussi que ceci dans un film Les Bâtisseurs de Jean Epstein où Karl Marx cette fois-ci est montré, voilà. Et sur cette photo, qui est prise durant le défilé, on voit quand même l'union entre Le Bigot et Gaston Cantini, les deux adjoints ennemis de 1931, et unis aussi par la figure de Paul Vaillant-Couturier. Voilà. Qu'est-ce que ça dit en conclusion finalement du mandat municipal de Paul Couturier? C'est quand même cette forme de normalisation de Paul Couturier, enfin de Paul Couturier et dans son rapport au mandat municipal. Par la suite, on peut quand même demander aussi qu'est-ce qu'il en reste, quel épilogue écrire de cette histoire, qu'est-ce qui va rester d'entreprise Paul Couturier à Villejuif? Et ben finalement pas tant de choses que ça, puisque tragiquement René Hamon va mourir sur le front de l'Èbre en Espagne en 1938, envoyé là-bas un peu de force par André Martin. Georges Le Bigot va subir un destin assez tragique aussi, puisque complètement tragique en fait, puisque alors il ne va pas désavouer le pacte germano-soviétique, contrairement à beaucoup de maires de la banlieue parisienne, mais il va refuser le retour à la légalité en 1940. Finalement forcé par Louis Dolly et Odette Janvier, euh, le Bigot va tenter de reprendre son mandat, mais va se faire arrêter. Il va être déporté, il va être assassiné à Auschwitz. Et il ne reste finalement qu'à du système de l'entreprise Paul Couturier, Louis Dolly, qui va devenir le maire de Villejuif pendant 30 ans, jusqu'en 1977.
Et on peut quand même souligner que Louis Dolly anticipera le congrès d'Argenteuil et inaugurera un théâtre à Villejuif avant même le congrès. Donc peut-être un petit reste aussi voilà, des politiques culturelles à Villejuif après la mort de Léon Couturier. Voilà, merci beaucoup.